Mon épouse m'a remis les papiers du divorce lors du dîner de famille. Puis ses parents l'ont acclamé. Mais quand elle a ouvert mon cadeau, son visage s'est assombri, car à l'intérieur, c'était brutal. John Mitchell se tenait dans la cuisine de la maison qu'il avait rénovée de ses propres mains. Passant ses doigts sur le plan de travail en granit qu'il avait installé il y a 3 étés. 15 ans de mariage avec Emily lui avaient appris la patience. Une vertu dont il avait eu besoin en abondance pour faire face à sa famille. Il se souvenait de la première fois qu'il avait rencontré Emily à l'université d'État. Elle était la jolie fille issue d'une famille riche qui, d'une manière ou d'une autre, avait vu en lui quelque chose que les autres n'avaient pas remarqué. « Tu es vrai », lui avait-elle dit lors de leur 3e rendez-vous. « Tous les gens que je connais jouent un rôle dans un drame social ridicule. Mais toi, tu es juste toi. » L'ironie n'échappait pas à John maintenant. À 42 ans. Il avait passé plus d'une décennie à essayer d'être quelqu'un qu'il n'était pas pour obtenir l'approbation de sa famille. Son père avait été charpentier, un homme aux mains calleuses et à la boussole morale inébranlable. Le respect se mérite, mon fils, disait-il, il ne s'hérite pas. Cette leçon avait bien servi John lorsqu'il avait bâti son entreprise de gestion de construction à partir de rien. Emily avait autrefois admiré cela chez lui. Son propre père, Richard Ashworth, avocat d'affaires et pilier autoproclamé de la société, mesurait la valeur au compte bancaire et au nom de famille. John se versa un whisky et regarda autour de la cuisine. Les suspensions lumineuses qu'il avait installées diffusaient une lueur chaleureuse dans l'espace. Tout dans cette pièce représentait des heures de son travail. Une manifestation physique de son amour pour Emily. Un amour qui semblait de plus en plus à sens unique. Il n'avait pas d'enfant, un fait qui l'empêchait parfois de dormir la nuit. Emily prétendait toujours qu'elle n'était pas prête, qu'ils avaient le temps. Que son entreprise de design d'intérieur devait d'abord se stabiliser. Mais John soupçonnait l'influence de Margaret Ashworth. Il avait un jour entendu sa belle-mère dire à Emily que mélanger les lignées serait une telle honte. Le souvenir de leur dernier dîner de famille lui fit serrer la mâchoire. Richard avait passé la soirée à discuter de la mentalité des cols bleus comme s'il s'agissait d'un trouble psychologique. Tandis que Margaret évoquait avec nostalgie les jeunes hommes raffinés qu'Emily avait fréquentés. Avant John. Emily lui avait serré la main sous la table et avait chuchoté, « Il ne pense pas à mal. » Mais sa défense s'arrêtait là. John avait progressivement trouvé des raisons de manquer ces rassemblements. Travailler tard devenait préférable à endurer 3 heures de dégradation subtile. Le schéma était devenu prévisible. Emily revenait de ses dîners distants et critiques. Comme si le poison de ses parents persistait dans son système, infectant leur mariage pendant des jours par la suite. Récemment cependant, Emily avait insisté davantage pour qu'il soit présent. Ils essaient vraiment de s'améliorer, John, avait-elle insisté la semaine dernière. Un sourire fragile sur le visage. J'ai prévu quelque chose de spécial, quelque chose qui va tout changer. Le bruit des clés dans la porte d'entrée tira John de ses pensées. Emily apparut dans l'encadrement de la porte, les joues rougies. Les yeux brillants d'une énergie presque maniaque. « John, je dois te dire quelque chose d'important, » dit-elle. Posant son sac à main et vérifiant rapidement son téléphone avant de se tourner vers lui. « Maman et papa organisent un dîner de famille très important vendredi prochain. J'ai besoin que tu sois là. Cela va tout changer entre toi et ma famille pour toujours. » John remarqua comment elle vérifia à nouveau son téléphone, un sourire secret jouant sur ses lèvres. Quelque chose dans son excitation nerveuse semblait différent cette fois. Répété d'une certaine manière. Dangereux. Tout ce que tu voudras, répondit-il, levant son verre dans un toast moqueur. Je ne manquerai cela pour rien au monde. Au cours des 7 jours suivants, John observa Emily avec une inquiétude grandissante. 15 ans de mariage l'avaient rendu familier avec ses humeurs et ses habitudes. Et quelque chose avait radicalement changé. Les changements furent subtils au début. Son téléphone était constamment retourné face vers le bas. Des conversations à voix basse qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans une pièce. Des explications vagues pour des absences prolongées. Le mardi,
Elle affirma avoir passé 3 heures dans un magasin de tissus à sélectionner des matériaux pour un client. Lorsqu'il demanda à voir les échantillons, elle balbutia qu'elle les avait laissés au bureau. Je les ramènerai à la maison demain, ajouta-elle précipitamment, fuyant son regard. Le mercredi, elle dit avoir déjeuné avec son amie Caroline. Mais lorsque John le mentionna nonchalamment au mari de Caroline à la salle de sport, il apprit que Caroline avait été hors de la ville toute la semaine. Caroline est à Chicago depuis lundi, avait dit Paul avec un froncement de sourcils confus. Une conférence de design. Les mensonges s'accumulaient, chacun plus brouillon que le précédent. Ce qui troublait le plus John était l'affection motivée par la culpabilité. Émilie avait cuisiné ses repas préférés 3 soirs de suite. Elle avait suggéré une escapade d'un week-end dans la cabane de montagne qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Elle était devenue effusive dans ses excuses pour le comportement de ses parents, insistant à plusieurs reprises sur le fait qu'ils étaient enfin prêts à l'accepter. Mes parents ont changé, John, avait-elle dit hier encore, ses yeux fuyant les siens. Ils réalisent à quel point ils se sont trompés sur toi toutes ces années. 20 ans dans la construction avait appris à John à faire confiance à son instinct. Quand une poutre de soutien ne semblait pas correcte, on n'ignorait pas ce sentiment. On enquêtait avant que toute la structure ne s'effondre. Son mariage montrait des micro-fractures et le comportement d'Émilie était l'activité sismique précédant l'effondrement. Jeudi soir, John rentra tôt d'un chantier. Émilie était penchée sur son ordinateur portable à la table de la salle à manger, si absorbée qu'elle ne l'entendit pas entrer. Il aperçut ce qui ressemblait au site web d'un cabinet d'avocats avant qu'elle ne claque l'ordinateur portable. « Tu m'as fait peur » s'exclama-t-elle, sa voix anormalement aiguë. « Désolé » dit John, posant son thermos. « Quelque chose d'intéressant ? » « Juste des recherches pour le contrat de location d'un client » dit-elle trop rapidement. Ses doigts tapotant nerveusement l'ordinateur portable fermé. « Comment s'est passée ta journée ?» Plus tard cette nuit-là, il l'entendit au téléphone dans la salle de bain. La voix à peine audible par-dessus le bruit de l'eau qui coulait. « Oui, mère. Il sera là » chuchota-t-elle. Tout est mis en place exactement comme nous en avons discuté. Le lendemain matin, en cherchant de l'aspirine dans le sac à main d'Émilie, John trouva une carte de visite. Alexander Dawson, détective privé. La carte était usée sur les bords comme si elle était manipulée fréquemment. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il quand Émilie entra dans la cuisine, tenant la carte entre 2 doigts. Elle se figea momentanément avant de forcer un rire. « Oh ! Cette chose stupide. Elle est tombée d'un magazine au salon de coiffure. J'ai pensé que le nom ressemblait à celui d'un personnage de roman policier, expliqua-t-elle, prenant la carte de sa main et la jetant à la poubelle avec une désinvolture délibérée. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés dans le lit, Émilie se tourna vers lui. L'expression sérieuse. « Après le dîner de demain, nous devrions discuter de notre avenir, dit-elle, traçant la ligne de son bras avec son doigt. Il est temps de prendre de grandes décisions concernant nos vies. » Quel genre de décision ? demanda John, étudiant son visage dans la faible lumière du lampadaire extérieur. Des décisions importantes, dit-elle, tentant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai l'impression que nous sommes à la croisée des chemins, pas toi. John hocha la tête, ses soupçons se durcissant en certitude. À la croisée des chemins, répéta-t-il. C'est exactement là que nous sommes. Plus tard, alors qu'Émilie dormait à ses côtés, John regarda le plafond, l'esprit en ébullition. Sa femme préparait quelque chose, et quoi que ce soit, ses parents étaient impliqués. Le dîner de demain n'était pas une réconciliation. C'était une embuscade. Il envisagea de refuser d'y aller. Mais le désespoir récent d'Émilie suggérait que c'était crucial pour ce qu'elle avait prévu. Elle avait besoin de lui là-bas. Malgré sa paranoïa grandissante, une petite partie de lui espérait encore une explication innocente. Cet espoir mourut lorsqu'il surprit l'appel téléphonique d'Émilie le lendemain matin. Debout devant la porte de la chambre, il l'entendit chuchoter. Il sera là demain. Tout est prêt. Après ça, il n'y a pas de retour en arrière.
J'ai croisé Diane ce matin, dit John nonchalamment alors qu'Emily s'affairait dans la cuisine la veille du dîner. Elle a mentionné que le studio de yoga sur la rue Pine est fermé pour rénovation depuis des semaines, apparemment. Les mains d'Emily s'immobilisèrent sur la tasse à café qu'elle lavait. Diane doit être confuse. J'y étais encore hier, répondit-elle, le dos toujours tourné. C'est ce que je pensais. John hocha la tête, l'observant attentivement. Alors? Je suis passé devant en voiture. Il y a un grand panneau fermé pour rénovation. Depuis le début du mois dernier, selon les dates. Les couleurs quittèrent le visage d'Emily alors qu'elle se retournait lentement. Je voulais dire celui sur Oakwood, Papine, balbutia-t-elle. Ses yeux clignotant vers la porte comme si elle calculait une voie de fuite. John sortit son téléphone. C'est bizarre parce que j'ai vérifié notre relevé de carte de crédit. Tu as payé des cours de yoga. Au Pine Street Yoga tous les mardis et jeudis. Continua-il, faisant défiler l'écran, gardant une voix neutre. Mais il y a aussi des frais à l'hôtel Westfield ces mêmes après-midi et des achats chez un magasin. De vêtements pour hommes, des articles qui ne sont pas à ma taille. La tasse à café d'Emily glissa de ses mains, se brisant contre l'évier. Ce n'est pas je peux expliquer, halta-t-elle, pressant ses paumes contre ses yeux. Les épaules soulevées. Après un moment, elle leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. J'ai rencontré quelqu'un, admit-elle, la voix brisée. John sentit de la glace dans ses veines malgré ses soupçons. Qui, demanda-t-il, la voix dangereusement calme. Un conseiller conjugal, dit-elle rapidement, essuyant ses larmes. Je voulais te faire la surprise. Il est spécialisé dans la dynamique familiale et les relations. Avec la belle famille. Je l'ai vu à l'hôtel parce que je ne voulais pas que tu le saches. Je pensais que notre mariage avait besoin d'aide. Et les vêtements, questionna-t-il, le regard inébranlable. Un cadeau d'anniversaire pour papa, chuchota-t-elle, incapable de croiser son regard. Je voulais quelque chose de spécial pour lui cette année. John étudia le visage de sa femme, ce visage avec lequel il s'était réveillé pendant 15 ans. Son explication était plausible, mais sa façon de la dire semblait répétée. Ses yeux fuyaient quand elle mentionnait son père, et elle tournait anxieusement son alliance. Son signe révélateur quand elle mentait. Je vois, dit-il finalement, son visage ne révélant rien de ses pensées. Emily traversa la cuisine et s'agrippa à ses mains. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Le dîner de demain est si important, supplia-t-elle. J'ai travaillé avec ce conseiller pour créer l'environnement parfait pour une réconciliation avec mes parents. Ils sont enfin prêts à t'accepter. Son désespoir était palpable. C'était la 3e fois qu'elle confirmait sa présence au dîner. Offrant même de lui acheter un nouveau costume pour l'occasion. Après demain soir, répétait-elle sans cesse. Tous nos problèmes seront réglés. Tout sera différent. John lui serra les mains et sourit de manière rassurante. Je serai là, monsieur, ne t'inquiète pas, l'assura-t-il. Sa voix s'adoucit malgré la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. Le soulagement envahit son visage, mais l'anxiété persistait dans ses yeux. Après le départ d'Emily pour ce qu'elle prétendait être une réunion avec un client. John ouvrit son ordinateur portable et se connecta à leur compte de messagerie commun. Il trouva ce qu'il cherchait presque immédiatement. Une notification pour un message vocal d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Livré à leur service d'assistant virtuel partagé. Il écouta le message. Madame Mitchell? C'est Sandra de Keller et Associés. Monsieur Burke voulait que je vous informe que nous avons préparé les documents comme demandé. Nous finalisons tout pour assurer un avantage maximum dans la situation que vous avez décrite. Veuillez confirmer votre rendez-vous de jeudi pour revoir le tout. Avant l'événement de vendredi. Nous avons besoin de votre signature pour procéder comme prévu. John resta immobile pendant plusieurs minutes après la fin du message. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté dévastatrice. Il n'y avait pas de conseiller conjugal, pas de dîner de réconciliation. Emily prévoyait de le prendre par surprise avec des papiers de divorce chez ses parents.
Une humiliation publique conçue pour le prendre au dépourvu. Le timing stratégique prenait tout son sens maintenant. Vendredi était la fin du trimestre financier. Son entreprise venait d'achever 3 grands projets avec des gains substantiels. Les Ashworth l'avaient toujours considéré comme un inconvénient temporaire dans la vie de leur fille. Maintenant, il l'aidait à extraire la valeur maximale avant de le jeter. Les mains de John tremblaient lorsqu'il prit son téléphone, non pas de peur, mais d'une fureur froide et contrôlée. Il composa un numéro. « Mike, c'est John Mitchell, dit-il lorsque la ligne fut connectée. Tu te souviens quand tu as dit que tu me devais une faveur après que j'ai reconstruit ta cabane? J'en ai besoin maintenant. Je crois comprendre que tu travailles toujours comme détective privé. J'ai besoin d'un travail urgent. Tout ce que tu peux trouver sur les activités de ma femme au cours des 3 derniers mois. Oui, Emily. Et j'en ai besoin avant demain soir. » Son appel suivant fut pour son colocataire d'université. Aujourd'hui associé principal dans un cabinet d'avocats de l'autre côté de la ville. « Paul, j'ai besoin de ton aide. Ce soir, si possible, expliqua-t-il. Sa voix stable malgré les circonstances. Il s'agit de protéger mes actifs. Oui, c'est aussi grave que ça en a l'air. Enfin, il appela son père. Papa. Tu te souviens de ces copies de mes documents légaux que tu as insisté pour garder dans ton coffre-fort ignifuge? J'ai besoin que tu m'envoies par courrier express le contrat prénuptial que les parents d'Emily nous ont fait signer, demanda-t-il. Oui. Celui-là. L'accord blindé dont ils étaient si fiers. Il est sur le point de devenir très important. Alors que John mettait fin à l'appel, il entendit la voiture d'Emily dans l'allée. Il effaça son historique de navigation. Ferma son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Lorsqu'elle entra, il l'accueillit avec un sourire qui ne révélait rien de ce qu'il savait désormais. « J'ai décidé d'assister au dîner demain, dit-il calmement, observant attentivement sa réaction. « Tu as raison. Il est temps de résoudre les choses avec ta famille. » L'expression d'Emily vacilla entre le soulagement et quelque chose de plus sombre. De la peur peut-être, ou de la culpabilité. « Merci, chuchota T.L., évitant son regard. Je suis désolé pour ce qui va se passer, mais c'est pour le mieux. Oui, approuva John, la voix stable. Je crois que ce le sera. Le colis express du père de John arriva à 10:00 heure du matin. Une épaisse enveloppe contenant le contrat prénuptial que Richard Ashworth avait exigé il y a 15 ans. John se souvint de l'expression suffisante de Richard alors qu'il avait fait glisser le document sur la table. Juste une formalité pour protéger les intérêts de ma fille. John étala les pages sur le bureau de sa maison, revoyant les termes avec un regard neuf. L'accord avait été conçu pour protéger Emily des échecs potentiels de John. Un filet de sécurité pour la riche héritière pariant sur un mari col bleu. L'ironie était exquise. La clause d'infidélité était explicite. L'adultère par l'une ou l'autre des parties ferait perdre tout droit sur les biens prénuptiaux de l'autre. Ses intérêts commerciaux et même les biens acquis conjointement si le conjoint trahi avait contribué à plus de 60% de la valeur d'achat ou d'amélioration. John avait rénové toute leur maison de ses propres mains. En vertu de l'accord, Emily perdrait tout. Son téléphone sonna. Mike Conway, le détective privé. John, j'ai tout. C'est pire que ce que tu pensais. Bien pire, l'informa Mike, la voix sombre. 1 heure plus tard, John était assis dans le bureau encombré de Mike, fixant des dizaines de photographies étalées sur le bureau. Emily et un homme identifié comme Gavin Brooks entrant dans des chambres d'hôtel. S'enlaçant dans l'alcôve d'un restaurant. Se promenant main dans la main dans un parc de l'autre côté de la ville. L'horodatage montrait une relation s'étendant sur au moins 4 mois. Gavin Brooks expliqua Mike, fouillant dans ses notes. 45 ans, entrepreneur en technologie récemment divorcé. Fortune estimée à 50 millions de dollars. Membre du Country Club de Oak Ridge. Comme tes beaux-parents. Ils le connaissent socialement, murmura John.
ramassant une photo d'Emily riant alors qu'elle donnait une bouchée de dessert à Gavin. L'expression de Mike s'assombrit. Ils le connaissent intimement. Tes beaux-parents l'ont invité à dîner au moins 12 fois au cours d'eux. L'année écoulée, révéla-t-il. D'après mes sources, ils ont activement facilité cette relation. La mâchoire de John se crispa. Tu veux dire qu'ils ont joué les entremetteurs alors que je suis toujours marié à leur fille? Exactement, confirma Mike. Il fit glisser un petit enregistreur numérique sur le bureau. Tu devrais écouter ça. Mon associé a placé un appareil d'enregistrement légal dans un espace public. Où ta femme et ta belle-mère se rencontraient. Tout ce qui est capturé est recevable. Elle parlait fort dans la cabine d'un restaurant sans aucune attente raisonnable de confidentialité. John appuya sur lecture. Tout est-il arrangé pour vendredi? Le ton sec de Margaret Ashworth était incomparable. Oui, mère. Les papiers seront prêts. John a accepté de venir. La voix d'Emily semblait tendue. Parfait. Richard pense que lui présenter les papiers du divorce devant la famille le rendra plus susceptible d'accepter son sort avec grâce. Les hommes comme lui accordent de la valeur à leur fierté par-dessus tout. Il ne voudra pas faire de scène. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça doit être si public. Emily semblait incertaine. Parce que, la voix de Margaret se durcit. Arracher le pansement rapidement est la chose la plus gentille à faire. Et avoir des témoins garantit qu'il se comportera de manière appropriée. Gavin attendra d'avoir des nouvelles. Il a très hâte d'officialiser les choses avec toi. Je sais. Une pause. Je souhaiterais juste. Arrête ça. Emily. Tu as fait des souhaits pendant 15 ans. Il est temps de corriger ton erreur. Ton père et moi avons tout arrangé. John ne contestera pas les termes. Il n'a ni les ressources ni les connexions. À la même heure la semaine prochaine, ce chapitre malheureux sera clos. L'enregistrement prit fin. John resta immobile. Les dernières pièces se mettaient en place. Il y a encore une chose, dit doucement Mike. Ta femme rencontre un avocat spécialisé dans les divorces de haut niveau depuis des semaines. Ils ont rédigé des papiers demandant une pension alimentaire basée sur tes récents succès commerciaux et affirmant qu'elle a contribué de manière significative à la croissance de ton entreprise grâce à ses connexions et à son capital social. John rit, un son court et dur. Ils n'ont aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquent, fit-il remarquer, les yeux froids. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Mike, se penchant en avant. Exactement ce qu'ils attendent, répondit John, rassemblant les photographies en une pile soignée. Je vais assister à leur dîner. Je vais écouter leurs discours soigneusement répétés. Et puis, il sourit finement. Je vais enseigner à la famille Ashworth ce que sont les conséquences. John passa le reste de la journée à préparer sa contre-attaque. Il rencontra son avocat. Revit le contrat prénuptial et prépara une demande de divorce reconventionnelle. Citant l'adultère avec des preuves documentaires. Il contacta son comptable pour protéger les actifs de son entreprise. Il compila un dossier contenant des copies des photographies, des registres financiers documentant les dépenses secrètes d'Emily et des transcriptions des conversations enregistrées. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Emily l'attendait avec une énergie nerveuse, alternant entre une affection collante et une distraction lointaine. J'ai récupéré ton costume au pressing, dit-elle, l'accrochant bien en vue sur la porte de la chambre. Et j'ai fait des réservations pour nous le week-end prochain dans ce complexe de montagnes que tu adores. J'ai pensé que nous pourrions avoir besoin d'un peu de temps loin d'ici après-demain. Ajouta-t-elle, la voix se brisant légèrement sur les derniers mots. Cela semble parfait, répondit John, la regardant vérifier son téléphone pour la 12e fois de la soirée. Est-ce que tu m'aimes toujours, John? Demanda-t-elle soudainement, les yeux scrutant son visage. John considéra la femme devant lui, cette étrangère portant le visage de sa femme. Pendant 15 ans, il l'avait aimée complètement. Maintenant,
il ne ressentait plus rien d'autre qu'un objectif froid et clair. « Je t'ai toujours aimé, Émilie, dit-il sincèrement. Plus que tu ne le sauras jamais. » Elle éclata en sanglots, enfouissant son visage contre sa poitrine. « Je ne te mérite pas, sanglota-t-elle, ses mots étouffés contre sa chemise. » John la serra dans ses bras. Son expression impassible alors qu'il regardait par-dessus sa tête leur photo de mariage sur la commode. Demain serait la fin de ce mariage. Mais il ne se terminerait pas comme Émilie et sa famille l'avaient prévu. Le manoir des Ashworth était exactement comme il l'avait toujours été, imposant, immaculé et froidement inhospitalier. John gara son camion dans l'allée circulaire, se garant délibérément entre la Bentley de Richard et la Mercedes de Margaret. Émilie avait insisté pour qu'ils conduisent séparément, affirmant qu'elle devait aider sa mère à se préparer. John comprenait maintenant qu'elle voulait des véhicules séparés pour leur retour à la maison. Ou plus précisément, pour qu'il rentre seul chez lui. Margaret ouvrit la porte, son sourire crispé et formel. « John, comme c'est gentil d'avoir pu te joindre à nous, salua-t-elle. Son regard glissant vers son costume. Parfaitement taillé, mais acheté en prêt-à-porter il y a 3 ans. Le léger plissement de son nez communiquait son jugement plus efficacement que des mots. « Je n'aurais manqué cela pour rien au monde, répondit John agréablement, la dépassant pour entrer dans le hall en marbre. La salle à manger avait été dressée avec une précision élaborée. La porcelaine la plus fine des Ashworth, des verres en cristal et de l'argenterie fraîchement polie. Des marque-places plaçaient John à l'extrémité la plus éloignée de Richard, qui était assis en bout de table avec un air d'autorité féodale. Émilie était assise de manière rigide entre ses parents, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. Ses yeux se posaient nerveusement sur l'élégante enveloppe à côté de son assiette. « Alors, John, commença Richard après que le premier plat ait été servi, brisant le silence tendu. Tu gères toujours ces projets de construction ? » Il prononça construction comme s'il s'agissait d'une maladie transmissible. « Je construis toujours des choses, Richard, répondit John de manière égale. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Margaret sirota son vin délicatement. En effet, certaines personnes sont naturellement adaptées à de telles activités physiques, fit-elle remarquer. D'autres, bien sûr, sont plus à l'aise dans la société raffinée. Elle se tourna vers Émilie avec une signification pointue. Ne serais-tu pas d'accord, ma chérie ? Émilie fixa son assiette, poussant la nourriture sans manger. Tout le monde a des forces différentes, murmura-t-elle, sans lever les yeux. En parlant de forces dans différents domaines, continua Richard, remplissant son verre de vin. Émilie a-t-elle mentionné que nous avions dîné avec Gavin Brox la semaine dernière ? Un garçon remarquable. Son entreprise technologique vient d'obtenir une autre série de financements. Qu'est-ce que c'était ? 50 millions. Il fit une pause, regardant sa femme. C'est vraiment dommage pour son divorce. Bien que cela le laisse disponible pour de nouvelles opportunités. Il regarda Émilie avec insistance, qui tressaillit. Gavin a l'air fascinant, fit remarquer John, prenant une bouchée de sa salade. Vous devez nous présenter un de ces jours. Les sourcils de Margaret se levèrent légèrement face à sa réponse calme. Peut-être, bien que je ne sois pas certaine que vous auriez beaucoup en commun. Observa-t-elle froidement. Gavin a fréquenté Harvard. Sa famille possède une maison d'été dans les Hamptons. Il comprend les obligations de la société. Contrairement à certaines personnes que nous pourrions mentionner. Ajouta Richard avec un petit rire, faisant tourner le vin dans son verre. John sourit et prit une gorgée d'eau. Vous savez, Richard, j'ai toujours apprécié votre franchise, commenta-t-il. 15 ans d'insultes subtiles. Il faut du dévouement pour maintenir ce niveau de condescendance. Un bref silence tomba sur la table. Le visage d'Émilie pâlit. Richard s'éclaircit la gorge de manière inconfortable. Maintenant, John, intervint Margaret, la voix mielleuse d'une fausse inquiétude. Personne ne t'insulte. Nous avons simplement toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour Émilie. Tu peux sûrement comprendre cela. Bien sûr, acquiesça John.
Les parents qui veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. C'est naturel. Bien que je me sois souvent demandé pourquoi vous pensez que la pire chose qui puisse arriver à votre fille soit le bonheur avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Les mains d'Émilie tremblaient visiblement alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. La mâchoire de Richard se crispa, mais il garda son sourire pratiqué. Le plat principal arriva. Une côte de bœuf pour les hommes, du saumon poché pour les femmes. Margaret orienta la conversation vers des sujets plus sûrs. Les rénovations au country club, le dernier gala de charité. Les connaissances communes dont les enfants avaient fait des mariages avantageux. John participa poliment, complimentant Margaret pour son accueil et remerciant Richard pour ses conseils de carrière non sollicités. Son attitude calme semblait les déconcerter. Il s'était attendu à une colère défensive ou à de la fierté blessée. Pas à cet acquiescement agréable. Alors que le dessert était servi. Un délicat soufflé au citron que John savait être le préféré d'Émilie. Margaret échangea des regards significatifs avec Richard. Il hocha la tête de manière presque imperceptible, et la respiration d'Émilie s'accéléra. Elle fouilla dans son sac à main avec des mains tremblantes et en retira l'élégante enveloppe que John avait remarquée plus tôt. « John, commença-t-elle, la voix à peine audible. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau qui va tout changer. » La salle à manger devint silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. John accepta l'enveloppe avec une expression de politesse curieuse. Bien qu'il sût exactement ce qu'elle contenait. Il l'ouvrit lentement, retirant les documents légaux et les parcourant les sourcils froncés. Comme s'il rencontrait de tels papiers pour la première fois. Le discours soigneusement répété d'Émilie sortit d'un trait. J'ai beaucoup réfléchi à notre mariage, John. À la façon dont les gens grandissent et changent. Parfois dans des directions différentes, expliqua-t-elle, la voix se brisant légèrement. J'ai réalisé que j'ai besoin de quelque chose de différent. Quelqu'un de plus compatible avec mes objectifs et mes origines. Ce qu'Émilie veut dire, l'interrompit Margaret avec impatience. Posant sa fourchette à dessert avec un tintement sec. C'est qu'elle a enfin retrouvé la raison. Ce mariage a toujours été une erreur. Une rébellion de jeunesse contre une bonne éducation. Richard hocha sagement la tête. Tu as dû savoir que ce jour viendrait, John, déclara-t-il avec une sympathie condescendante. Émilie était destinée à un monde différent du tien. Il vaut mieux se retirer gracieusement et éviter de se ridiculiser en luttant contre l'inévitable. L'éducation finit toujours par se voir, ajouta Margaret avec une cruelle finalité. Tu n'as jamais appartenu à notre monde. John. Tu devrais être reconnaissant pour les années que tu as eues avec Émilie. Mais il est temps d'accepter la réalité. John resta silencieux, étudiant les papiers du divorce avec un soin méticuleux. La tension dans la pièce devenait insupportable au fil des secondes. L'expression d'Émilie passa de l'anticipation nerveuse à un malaise confus face à son manque de réaction. Finalement, John plia soigneusement les documents et les plaça à côté de son assiette. Il prit une gorgée d'eau et s'épongea les lèvres avec sa serviette. Puisque nous échangeons des cadeaux ce soir, dit-il calmement. Fouillant dans la poche de sa veste, j'ai aussi quelque chose pour la famille. Il plaça une petite boîte cadeau rouge au centre de la table. Le visage d'Émilie devint blanc de terreur soudaine. Comme si elle venait de réaliser que son mari calme et humble n'était peut-être pas aussi naïf qu'ils le croyaient tous. Richard Ashworth attrapa la boîte rouge avec une confiance théâtrale. Quelle attention, John, fit-il remarquer. Son ton suggérant qu'il s'attendait à trouver à l'intérieur une pathétique offre de paix. Peut-être une lettre de capitulation manuscrite ou un souvenir sentimental. La boîte s'ouvrit avec un léger clic. L'expression de Richard passa d'une curiosité suffisante à une horreur stupéfaite en un instant. Les couleurs quittèrent son visage alors qu'il soulevait une photographie du dessus d'une épaisse pile de documents. L'image, d'une clarté cristalline et orodatée, montrait Émilie et Gavin Brock s'enlaçant passionnément devant une chambre d'hôtel. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Richard. Bien que son expression montrât clairement qu'il le savait déjà.
Margaret arracha le dossier de la main molle de son mari. Sa prestance sociale s'effondrant alors qu'elle feuilletait photographie après photographie. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Chaque image confirmant la trahison de sa fille et leur propre complicité. Où as-tu? Comment as-tu? Bégaya Emily. La voix à peine audible alors qu'elle fixait les preuves de sa liaison étalées sur la table. John garda son attitude calme, prenant une autre gorgée d'eau avant de répondre. Vous pensiez que j'étais trop stupide ou trop faible pour me protéger, dit-il doucement. C'était votre première erreur. Vous voyez. J'ai eu des mois pour me préparer à ce moment. Chaque visite à l'hôtel, chaque mensonge. Chaque appel téléphonique secret, j'ai tout documenté. Il se tourna vers Richard, dont le visage était passé du choc à la colère. Il y a plus dans ce dossier que vous pourriez trouver intéressant. Des registres financiers. Montrant les dépenses secrètes d'Emily pour sa liaison. Des transcriptions de conversations enregistrées légalement obtenues. Je vous l'assure. Planifiant mon humiliation ce soir, et des documents prouvant la chronologie de la liaison. Margaret avait les mains tremblantes alors qu'elle continuait de feuilleter les preuves. C'est une invasion de la vie privée, bafouilla-t-elle avec indignation. Nous allons te poursuivre pour. Pourquoi? L'interrompit John, la voix tranchante pour la première fois de la soirée. Pour avoir documenté légalement l'adultère de ma femme. Je pense que vous trouverez cela difficile. À poursuivre, surtout compte tenu de ce qu'il y a d'autre dans ce dossier. John retira un autre document de sa poche intérieure et le plaça sur la table. Reconnaissez-vous cela, Richard? C'est le contrat prénuptial que vous avez exigé il y a 15 ans. Expliqua-t-il calmement. Vous étiez tellement soucieux de protéger Emily de mes perspectives incertaines que vous avez créé un contrat blindé. Ironiquement, c'est moi qui le protège à la place. Il tapota un paragraphe surligné en jaune. Section 8.3. En cas d'infidélité prouvée de l'une ou l'autre des parties. Le conjoint fautif perd tout droit sur les biens prénuptiaux de l'autre. Ses intérêts commerciaux et les biens acquis conjointement si le conjoint trahit à contribuer à plus de 60% à la valeur d'achat ou d'amélioration. L'esprit juridique de Richard traita les implications immédiatement. C'est notre maison, marmonna-t-il, la voix creuse alors que la réalisation lui venait. Correct, confirma John d'un léger signe de tête. La maison que j'ai entièrement rénovée de mes propres mains. Ajoutant plus du double de sa valeur d'origine. Mon entreprise de construction. Qui a été établie avant notre mariage, et même la propriété de mon père dont j'ai hérité. Sa voix resta stable. Emily n'obtient rien. Le sang-froid d'Emily vola finalement complètement en éclats. John, s'il te plaît, sanglota-t-elle, tendant la main vers lui à travers la table. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ils m'ont poussé vers Gavin. M'ont convaincu que tu me freinais. Ils ont promis de me soutenir tout au long du divorce. J'ai fait une terrible erreur. L'erreur, l'interrompit John. Ses yeux se figèrent dans les siens. Ce n'était pas la liaison. Emily. C'était de laisser tes parents te convaincre que l'amour et la loyauté sont moins importants que le statut social et les relations familiales. C'était de croire que je m'effondrerais simplement face à ta trahison. Richard frappa du poing sur la table, faisant cliqueter le cristal. C'est absurde, grogna-t-il. J'ai des contacts dans tous les grands cabinets d'avocats de cette ville. Tu ne peux pas imaginer que tu vas gagner contre nous. Je n'ai pas besoin de gagner contre vous, Richard. J'ai déjà gagné. Répondit John avec une confiance tranquille. Il fouilla à nouveau dans sa poche et sortit une lettre de son avocat. Ceci décrit la nature blindée de notre dossier. J'ai déposé des papiers de divorce reconventionnels. Citant l'adultère ce matin. Des copies de toutes les preuves ont déjà été envoyées à mon avocat. Au conseil d'administration de votre country club et à plusieurs membres éminents de votre cercle social. Margaret halta, son masque social se fissurant complètement. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle, le visage déformé par la fureur. Je l'ai déjà fait, répondit simplement John.
votre tentative de me détruire discrètement a garanti à la place votre propre destruction très publique. Emily regarda ses parents puis John, réalisant enfin toute l'ampleur de leur erreur de calcul. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de nous? 15 ans de mariage, supplia-t-elle. Les larmes coulant sur son visage. Terminé au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour toi, finit John à sa place. Au moment où tu as conspiré avec tes parents pour m'humilier. Au moment où tu as choisi Gavin Brooks plutôt que l'homme qui t'a aimé inconditionnellement pendant 15 ans. Il se leva, lissant son costume de prêt-à-porter avec dignité. Vous avez passé 15 ans à essayer de me convaincre que je n'étais pas assez bien pour votre famille. Ce soir, vous avez prouvé que vous aviez raison. Mais pas de la manière que vous vouliez. J'ai toujours été trop bien pour cette famille. Alors que John se dirigeait vers la porte, Richard retrouva sa voix. Ce n'est pas fini, Mitchell. Tu n'as aucune idée de à qui tu as affaire, menaça-t-il. Se levant de sa chaise. John s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se retournant une dernière fois. En fait, Richard, je sais exactement à qui j'ai affaire maintenant. C'est pour ça que j'ai déjà gagné. Emily courut après lui, les larmes coulant sur son visage. John, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons en parler, supplia-t-elle. Lui agrippant le bras. Il n'y a plus rien à dire, Emily. Tu as fait ton choix, répondit John. Sa voix s'adoucissant légèrement. J'espère qu'un jour tu réaliseras ce que tu as jeté pour l'approbation de tes parents et pour un homme qui te rejettera au moment où ce scandale éclatera. Alors qu'il franchissait la porte d'entrée. John put entendre la voix hystérique de Margaret au téléphone. La police? Oui, je dois signaler des documents volés, des biens personnels pris dans ma maison. Hurlait-elle. John sourit sinistrement en se glissant dans son camion. Les officiers arriveraient pour trouver une famille dans le chaos avec des preuves d'adultère. Étalées sur leur table de salle à manger. L'appel impulsif de Margaret ne ferait que rendre leur humiliation encore plus publique. Alors qu'il s'éloignait du manoir des Ashworth pour la dernière fois. John ne ressentit aucun triomphe, aucune vengeance. Seulement un profond soulagement que la mascarade soit enfin terminée. 6 mois plus tard, John se tenait aux fenêtres de son nouvel appartement. Une élégante unité de grande hauteur aux lignes épurées et aux surfaces dégagées. Fini l'ameublement orné sur lequel Emily avait insisté. Remplacé par des pièces modernes et fonctionnelles qui correspondaient à ses préférences. La lumière du matin traversait les fenêtres du sol au plafond, illuminant l'espace qui était devenu son sanctuaire. Le divorce s'était déroulé exactement comme son avocat l'avait prédit. L'adultère d'Emily, minutieusement documenté et attesté, avait rendu la procédure judiciaire rapide et décisive. Le contrat prénuptial, initialement conçu pour protéger la précieuse fille des Ashworth, l'avait au contraire laissé avec précisément ce qu'ils avaient spécifié 15 ans plus tôt. Rien. John sirotait son café, regardant la ville s'animer 20 étages plus bas. Les conséquences avaient été à la fois rapides et dévastatrices pour la famille Ashworth. Le conseil d'administration du Country Club, composé principalement de familles conservatrices qui prisaient la réputation par-dessus tout, avait discrètement demandé à Richard et Margaret de retirer leur adhésion. La liaison d'Emily était devenue le scandale de la saison. Aggravée par les preuves que ses parents avaient activement facilité son infidélité. Le cabinet d'avocats de Richard, préoccupé par l'impact potentiel sur leur relation client, avait suggéré un plan de retraite anticipée, qu'il n'avait eu d'autre choix que d'accepter. Le cercle social soigneusement cultivé par Margaret l'avait complètement abandonné. Incapable d'ignorer à la fois l'adultère et l'humiliation publique de la famille. Emily était retournée vivre dans le manoir de ses parents. Sa carrière de designer d'intérieur en ruine. Le scandale lui avait coûté la plupart de ses clients de la haute société qui ne pouvaient pas risquer d'être associés à une telle inconvenance. Gavin Brooks. L'entrepreneur en technologie qui s'était montré si attentif pendant leur liaison secrète, avait mis fin à leur relation dans les jours suivant l'exposition publique. Son entreprise préparait une introduction en bourse et un scandale impliquant un adultère ne
correspondait pas à son image de dirigeant d'entreprise responsable. L'ironie n'échappait pas à John. La famille qui avait passé 15 ans à le regarder de haut depuis sa hauteur sociale perçue était tombée, complètement détruite par sa propre arrogance et sa tromperie. Pendant ce temps, John avait prospéré. Son entreprise de construction avait en fait bénéficié du scandale. L'histoire d'un travailleur acharné trahi par sa femme mondaine et sa famille élitiste avait trouvé un écho chez beaucoup de ses clients col bleu. Il avait décroché 3 contrats commerciaux majeurs rien qu'au cours du mois dernier. Sa vie personnelle avait également pris une tournure inattendue. Il avait rencontré Sarah, une institutrice d'école maternelle, lors du barbecue d'un ami il y a 2 mois. Leur relation était encore nouvelle, mais d'une honnêteté rafraîchissante. Elle appréciait son éthique de travail et sa nature directe sans avoir besoin de l'approbation de ses parents ou d'une validation sociale. Le téléphone de John vibra avec une notification de message vocal. Le numéro d'Emily à nouveau. Son 7e appel ce mois-ci. Il cliqua sur lecture, l'expression impassible alors que sa voix remplissait la pièce. John, c'est moi. S'il te plaît, rappelle-moi, supplia-t-elle, la voix brisée. J'ai pensé à tout. À nous. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Gavin est parti. Ma carrière est en ruine. Et tu me manques tous les jours. Nous pourrions recommencer. S'il te plaît. John. Il supprima le message avant qu'il ne se termine, tout comme il l'avait fait avec tous les autres. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. La famille Ashworth avait fait son choix il y a 15 ans lorsqu'ils avaient décidé qu'ils n'étaient pas assez bien pour leur fille. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. John finit son café et attrapa sa veste. Il avait un chantier de construction à superviser. Des projets de dîner avec Sarah et un avenir qui était enfin complètement le sien. Et c'est ainsi que nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou cela a-t-il pris une tournure que vous n'aviez pas vue venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.